Bonjour à tous, merci de nous retrouver cette semaine encore pour cette revue technique des marchés avec Laurent Albi, donc président de la FAT, qui ne devrait pas. Voilà, Laurent, donc la star de ce webinaire. Euh, Merci à tous donc de nous retrouver. Je vais tout de suite donner la parole à Laurent et Laurent, je vais te donner le contrôle pour qu'on puisse voir tes charts. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit tes charts. Hop, attends, Bonjour c'est bon? Mathieu, Ouais. Bonjour Laurent, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? je t'entends bien et nos invités aussi. Ok, ben alors on va commencer. Il est 17 heures pile, nous sommes jeudi 4 mai. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé conjointement par la BNP, BNP Paribas, avec son hôte Mathieu. Et moi-même, Laurent Albi, président de la FAT, qui va donc, nous allons donc rester avec vous pendant une heure pour regarder ensemble l'actualité technique des marchés financiers, des actions, mais également des indices, des devises et des matières premières. La FAT qui est toujours ravie de participer avec BNP à ce webinaire. La FAT qui est une association non lucrative de loi 1901 et qui a pour mission depuis de nombreuses années de faire la promotion d'une analyse technique de qualité, raisonnée, méthodique, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui encore. Alors, on a reçu de nombreuses questions Oui, des questions, oui. cette semaine. Effectivement. Alors, une première question en fait sur le CAC 40. Une question posée par Patrick qui demandait une analyse du CAC à Laurent. Et cette question, je pense, peut rejoindre un petit peu la première partie de la question de Daniel qui demandait si le CAC 40, notamment parmi les indices, n'était pas en fin de cycle. Et ce n'était pas le moment de prendre ses bénéfices et de quitte à racheter plus bas. Donc Laurent, je te laisse répondre à ces questions euh, dans l'ordre que tu veux. Alors, effectivement, attends une seconde. Voilà, je vous prie de m'excuser. Je suis allé chercher un stylo pour remarquer donc les questions de Mathieu. Effectivement, donc beaucoup d'interrogations sur le CAC 40, des interrogations qui ne sont pas du tout liées à la direction qu'il emprunte, mais plutôt au potentiel qui lui reste à continuer donc son ascension qui a été donc totalement revigorée, j'ai envie de dire, avec la victoire au premier tour des élections présidentielles françaises d'Emmanuel Macron. Ce résultat a redonné confiance aux investisseurs qui, vous le voyez, se posaient un petit peu des questions quelques jours avant ce premier tour. Emmanuel Macron, qui est considéré comme ayant des compétences en économie et par ailleurs qui affiche une posture pro-européenne, ce qui, vous le comprenez bien, rassure l'ensemble de la communauté financière. Alors, sur ces résultats au premier tour, il y a eu un gap haussier extrêmement fort, puisque vous le voyez, c'était ce lundi matin où le CAC 40 a fait plus de 4%. Et puis depuis, on a consolidé à plat. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette consolidation dans le prix montre qu'il y avait peu d'intérêt de la part des opérateurs à continuer la hausse dans l'immédiat. Il lui fallait un second catalyseur. Celui-ci semble avoir été donné par ce que le marché
comprend comme une victoire, entre guillemets, dans le débat d'hier soir de Macron face à Le Pen. Les investisseurs considèrent qu'il a été plus percutant d'un point de vue économique et c'est la raison pour laquelle les marchés repartent à la hausse aujourd'hui. C'est le deuxième catalyseur, donc vous voyez qu'on est dans un moment où ce sont des facteurs totalement étrangers au marché financier qui font avancer le CAC, puisque maintenant on est sur des problématiques liées à la confiance ou pas qu'ont les opérateurs dans la survie, entre guillemets, du modèle européen qui serait donc sauvé par le passage donc, de Macron. Alors, ce que je vous disais, c'est que du point de vue du prix, on est sur des bougies, vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de parfaitement les voir. On est sur des petites bougies avec des corps qui sont petits. Regardez la différence de corps de ces bougies avec celui beaucoup plus, enfin les corps précédents beaucoup plus importants. Mais même si on avait effectivement donc des variations de prix extrêmement faibles, on avait de gros volumes d'échanges sur le CAC 40 puisque toute la semaine qui a suivi donc ce gap haussier, on était sur des volumes quotidiens d'environ 4 milliards d'euros, ce qui représente une très nette hausse par rapport à la moyenne des échanges les semaines précédentes. Donc ce qu'on peut dire après ce gap haussier, c'est qu'on a eu beaucoup d'intervenants. Qu'est-ce que c'est le volume? Le volume, c'est chaque fois qu'une transaction est faite sur une des actions qui composent le CAC 40, eh bien, la totalité de cette transaction est comptabilisée. Donc, quand on a beaucoup de volume, ça veut dire qu'on a à la fois des opérateurs qui vendent de manière massive et de l'autre côté, des opérateurs qui achètent ces ventes de manière tout aussi massive. Et donc, on a un très gros échange qui se fait sur cet intervalle de prix entre 5228 et 5300 sans que les prix bougent. Mais ça ne veut pas dire que le marché n'était pas actif, il l'était de manière tout à fait significative. Et puis on voit bien que avant-hier, on a eu une petite bougie qui a fait un nouveau plus haut annuel avec un franchissement de ce niveau Laurent, important à est-ce 5300 que points. tu peux Oui. faire apparaître les volumes sur ton graphique, s'il te plaît? Voilà, Pascal. Alors, ces volumes, malheureusement, Pascal, ne sont pas bons. Ce n'est pas la bonne échelle, donc ce n'est pas ça qu'il faut regarder. J'en suis désolé. J'ai une plateforme qui donne des mauvais, des mauvais volumes. Mais vous voyez que on a fait un très gros pic et puis derrière on était plus élevé que les journées précédentes. Les journées précédentes, elles étaient à peu près à 3 milliards et on a fait, comme je vous le disais, environ 4 milliards. Donc désolé Pascal, j'ai pas un bon chart à vous montrer par rapport au volume, mais si vous avez vous une plateforme de trading ou d'analyse technique, vous retrouverez sans problème ces données. Alors, je vous disais donc que on a eu avant-hier un dépassement de ce niveau de résistance à 5300 points, un dépassement tout à fait marginal puisque le marché a clôturé à 5304. Hier, on a fait une bougie à l'intérieur du corps de la bougie précédente, donc statu quo. Et puis, comme je vous le disais, ce matin, on a ouvert en hausse avec une prolongation de ce momentum et de cette hausse, puisqu'on est en train d'atteindre le premier niveau de résistance à 5358. Donc tout ça, c'était pour vous décrire un petit peu ce qui s'est passé du point de vue des opérateurs la semaine dernière. Maintenant, la question effectivement que tout le monde se pose, investisseurs privés comme gérants, c'est est-ce que le CAC a encore quelque chose sous la pédale pour pouvoir continuer de progresser. Alors, il faut déjà remettre les choses en perspective. On a un CAC 40 qui, depuis un an, a progressé environ de mémoire de 19%.
Et on doit être, depuis le début de l'année, à +8, +9%. Donc déjà, la première réflexion qu'on peut avoir pour essayer d'éclairer Daniel et Patrick, c'est que si on met de côté toute l'actualité politique française actuelle, on est quand même sur un actif, en l'occurrence un indice, qui a très fortement progressé depuis 12 mois. Autrement dit, on a forcément dans la tête des investisseurs un take profit, c'est-à-dire un désir de prendre ces bénéfices avant de voir la volatilité revenir sur le marché et avoir donc une baisse. Alors, ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes quand on est dans ce contexte. La première, c'est qu'il faut effectivement protéger ses gains. C'est la règle numéro 1 quand on est sur les marchés. Et puis la règle numéro 2, c'est un petit peu l'axiome de base de l'analyse technique qui dit qu'une tendance, eh bien, elle est toujours à l'œuvre tant que on ne peut pas prouver le contraire. Alors la traduction que j'en fais là aujourd'hui, elle est un petit peu maladroite par rapport à la formule anglaise qui est beaucoup mieux tournée. Mais l'idée, c'est que on gagne de l'argent quand on identifie une tendance et quand on reste dans la tendance. Et c'est souvent, malheureusement, le cas de nombreux opérateurs de marché qui ne croient pas que l'actif qu'ils suivent ou qu'ils ont en portefeuille peut continuer de progresser. Ils sortent et puis derrière, eh bien, ça continue de monter et puis ils regardent le train continuer sa marche, sa route vers le nord sans eux. Donc c'est extrêmement important de rester dans la tendance et l'analyse technique nous donne des outils pour rester dans la tendance. Les deux outils que nous donne l'analyse technique, il y en a un petit peu subjectif et un petit peu plus objectif. Celui qui est subjectif, c'est est-ce que le marché est en train de former une figure de retournement? Autrement dit, est-ce qu'on voit sur le marché apparaître une figure de distribution qui montre que le consensus est en train d'évoluer et que les ventes sont plus importantes que les achats et que par conséquent, il va falloir faire baisser le prix pour retrouver des acheteurs sur des prix plus bas. C'est le principe d'une figure de retournement. Mais ça, c'est toujours un petit peu subjectif. On va se battre entre techniciens de marché sur la validité ou pas d'une tête-épaule ou le triple top. Est-ce vraiment un triple top? Ce sont des discussions que les techniciens adorent et qui prêtent au débat parce que l'analyse technique n'a absolument rien de scientifique. Ce n'est finalement que de la psychologie sociale appliquée au marché. On étudie ensemble le comportement d'une foule et donc cette foule, elle va collectivement laisser son empreinte de manière structurée sur le chart avec typiquement une tête-épaule ou autre chose, mais ça n'a rien de scientifique et parfois c'est subjectif. Certains vont considérer qu'une figure n'est pas appropriée, qu'elle ne correspond pas aux critères, tandis que d'autres vont dire que c'est l'esprit qu'il faut observer et non pas les choses au sens littéral et que par conséquent il faut considérer la figure. Bref, ce sont des discussions absolument passionnées entre techniciens de marché, mais qui reposent sur des bases parfois subjectives. Alors il y a en revanche quelque chose de tout à fait objectif et c'est très important de maîtriser ce deuxième outil dont je vais vous parler. C'est quelque chose qui est très simple, c'est simplement la structure des creux et des sommets qui dans une tendance haussière doivent être ascendants. C'est-à-dire que tant que vous observez un marché et que vous ne voyez pas donc de figure de distribution évidente qui apparaît sur le chart et que par ailleurs on est sur une séquence directionnelle qui laisse apparaître des creux qui sont tous plus hauts les uns que les autres et des sommets qui sont tous plus hauts les uns que les autres, eh bien on est dans une tendance haussière et l'analyse technique nous dit que quand on est dans une tendance haussière, il faut rester dedans. Donc à la question de Daniel, est-ce qu'il faut prendre ses profits parce que il n'y a plus tellement de potentiel haussier sur le CAC, eh bien j'ai envie de lui répondre, bien malin celui qui aura la réponse parce que on peut tout à fait avoir d'autres catalyseurs qui rentrent sur le marché qui fait qu'on va monter en escalier, progression, consolidation, un petit peu comme ça, et puis de nouveau progression, et puis de nouveau consolidation, et ça peut monter comme ça encore pendant plusieurs semaines. Alors, est-ce que c'est le scénario que moi je privilégie? Non.
Je pense, pour revenir au début de ma démonstration, que avec un CAC qui a progressé de plus de 19% depuis 12 mois et de manière significative depuis le début de l'année, c'est effectivement raisonnable de vouloir prendre ces profits, même si on n'a absolument aucun signal qui nous montre qu'on a des opérateurs qui prennent les leurs, et donc par conséquent ça peut continuer de monter. Donc quelle méthode mettre en place pour à la fois accompagner la tendance et de l'autre protéger ses gains? C'est vraiment la question essentielle, parce que si vous arrivez à mettre en place un mode opérationnel qui vous permet de rester dans la tendance et en même temps qui vous permet de prendre vos gains rapidement s'il y a un retournement, ben vous avez un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Alors, on va pas, je ne vais pas vous montrer cet après-midi quelque chose qui marche à 100%, mais plutôt un cadre, entre guillemets, intellectuel pour vous permettre de rester dans la tendance, tout en sachant que si ça se retourne, vous serez rapide dans la réaction. Et c'est simplement de gérer vos positions par le stop. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'on ne sait pas jusqu'où la tendance va aller, donc on va la laisser tranquillement se déployer, et puis on va dire, on va chercher les niveaux de stop, c'est-à-dire les niveaux de support, c'est-à-dire les points à partir desquels les replis précédents ont pris fin et à partir desquels la tendance s'est remise donc en marche. Et on va prendre ces points et au fur et à mesure que ces supports, que ces points d'inflexion vont se former sur le marché, c'est là qu'on va mettre nos niveaux d'invalidation. Alors, vous le voyez, si on se met en ligne de clôture, eh bien finalement, le dernier point, il y a deux points qu'on peut envisager comme les points d'inflexion qui reprennent donc à partir desquels la tendance se remet en place. C'est soit celui-ci, je vais le mettre en gros pour vous permettre de bien le voir. Voilà. Et puis celui-ci. Voilà, je les mets en très gros exprès pour que vous puissiez les voir de manière convenable. Donc 5267 en clôture et puis 4990. Ça veut dire que du point de vue de la tendance, tant qu'on est au-dessus de 5267, là pour le coup, il n'y a aucune question à se poser. Tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau, il faut rester dans la tendance, non pas parce qu'on pense qu'elle va encore prendre 10%, ça m'étonnerait fortement, je pense qu'on est, comme Daniel le disait, plutôt en fin de mouvement, quand on a pris environ 20% sur un indice, on est en fin de mouvement, en même temps, ça peut encore monter de 2, 3, 4, voire 5%, peut-être même plus. Donc ça serait dommage de se couper trop tôt. Donc moi je préfère laisser les choses se déployer et mettre donc un stop à 5267 en clôture. Tant que ce niveau n'est pas enfoncé, je reste dans le mouvement. Alors maintenant je vais me remettre en bougie pour voir ce que ça donne. 5267, vous le voyez, c'est ce petit repli qui a été fait avant qu'on fasse un nouveau sommet. Alors, le problème, entre guillemets, que pose ce niveau, et c'est pour ça que l'analyse technique, c'est beaucoup plus il y a certaines personnes qui disent que l'analyse technique, c'est plus un art qu'une science. Je ne sais pas si c'est un art, mais il y a un mot anglais qui décrit très bien ce que c'est. C'est un skill, S-K-I-2-L, c'est-à-dire une compétence. C'est pas vraiment un art, mais c'est une compétence qui vient avec la connaissance et la compétence, et l'expérience, pardon. Donc, moi, je ne mettrai pas mon stop sous 5267 parce que j'aurais envie de laisser le marché respirer. C'est-à-dire que parfois, quand on met des stops qui sont trop serrés, eh ben, on se fait sortir pour juste voir le marché repartir sans nous. Et en fait, le niveau qu'on avait mis comme stop, ben, c'était le niveau d'achat. Il y a des opérateurs qui sont revenus sur le niveau, ils ont bien nettoyé le marché, ils ont déclenché tous les stops, ils ont tout racheté à bas prix. Et puis une fois qu'ils ont tout bien nettoyé, qu'ils ont raclé les fonds de tiroir, ça repart à la hausse. Donc moi j'ai envie de dire que 5267, pour répondre à Daniel, c'est un petit peu serré pour mettre son stop. À partir du moment où on a fait un nouveau plus haut, moi je considère que la borne haute du gap, elle ne doit pas être enfoncée en clôture. Et là, je vais vous donner
mon expérience personnelle par rapport au gap. Il y a 3 sortes de gaps. Il y a les gaps d'initiation de tendance, ce que les anglo-saxons appellent les breakaway gaps. Il y a les gaps de continuation, qui sont des gaps à partir desquels on peut mesurer ce qui reste au marché à faire dans l'upside si on est dans une tendance haussière. Et puis, il y a les gaps d'épuisement. Les gaps d'épuisement, ce sont des gaps qui, par exemple, arrivent dans une tendance haussière. Ils signalent en fait l'arrivée de tous les retardataires sur le marché, tous les pigeons, entre guillemets, qui voient une tendance qui s'est développée depuis très longtemps et qui pensent que les arbres montent jusqu'au ciel. Et donc, il y a en masse, avec un nouveau catalyseur, plein d'opérateurs qui rentrent de manière massive donc sur le marché. Ça fait un gap haussier. Et puis derrière, vous savez comment la bourse fonctionne, c'est un système d'enchères. Donc derrière, tout le monde est déjà long, ça veut dire que tout le monde est déjà investi. Or, vous savez que pour qu'un marché continue de monter, il faut qu'il y ait toujours des nouveaux achats pour pouvoir alimenter la hausse, des ventes et des achats avec des achats plus importants. Et donc, on a une série de zigzags qui se met en place et un marché qui continue de progresser. Donc, le risque, effectivement, quand on voyait ce gap haussier de 4% après cette très forte progression du CAC, c'était de se dire c'est peut-être un gap d'épuisement. C'est-à-dire qu'on ne va plus monter et on va combler le gap et on va peut-être retourner dans la conso. Manifestement, ce n'est pas ce qui se passe. On a aujourd'hui confirmation de la tendance avec un nouveau sommet annuel. Donc, et c'est sur quoi je voulais en venir et qui peut être considéré comme une guideline, c'est-à-dire non pas comme une directive, mais comme une idée que vous pouvez noter quelque part et que vous pouvez retenir pour l'avenir et voir si elle fonctionne sur les marchés sur lesquels vous traitez ou que vous analysez. Et la règle est la suivante, c'est quand on fait un gap haussier, à partir du moment, donc le gap haussier il est là, hein, c'est cette bougie du 4 avril. À partir du moment, tant que le marché n'a pas clôturé au-dessus du range intraday du gap haussier, c'est-à-dire de cette bougie du 24 avril, eh bien le risque c'est d'avoir donc cet excès haussier et puis derrière, boum, on retourne sur cette zone 5134, voire 5081, et puis on voit s'il y a une réaction haussière ou pas. Donc, le marché fait un gap haussier, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus du plus haut de la journée du gap haussier, le risque est de voir le marché combler le gap. En revanche, à partir du moment où on a un marché qui continue de progresser et qui va faire une clôture au-dessus, et en l'occurrence ici, très nettement au-dessus du plus haut de la journée du gap haussier, alors mon stop d'invalidation, mais ça ne sera pas un niveau qui invalide la tendance, ça sera un niveau qui protège mes gains. Eh bien, ça sera la borne haute du gap haussier, c'est-à-dire, Daniel, que tant que j'ai un marché qui ne clôture pas sous 5228, et il peut y avoir un retour sur 5228, on peut enfoncer le niveau en intraday pour finalement le réintégrer et ça sera justement le travail qui aura été fait sur le marché pour défendre ce niveau par les acheteurs. Donc tant qu'on est au-dessus de 5228 clôture, c'est-à-dire qu'on a un marché qui clôture au-dessus de ce niveau, pour moi la tendance reste haussière. Si en revanche on a un marché après cette bougie blanche qui n'arrive plus à progresser, qui enfonce le point bas de cette bougie blanche d'aujourd'hui, qui enfonce le niveau à 5267 et qui clôture sous la borne haute du gap haussier à 5228, pour moi, alors, il vaut mieux prendre ses gains et partir. Alors l'arbitrage, il est difficile parce que d'un côté, on a envie de prendre ses gains sur les plus hauts, mais on se dit qu'on rate peut-être plus de hausse, et de l'autre côté, on se dit que si on sort sur 5228, eh ben on a tous ces gains qui se seront évaporés. Mais c'est ça le trading, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il faut simplement savoir, il faut simplement comprendre qui nous sommes sur les marchés et savoir si nous sommes plus satisfaits de sortir sur force avec le maximum de gains, avec le risque d'en rater d'autres à venir, ou si au contraire on est plus confortable en ayant laissé respirer le marché, en ayant déjà vu une partie de ses gains s'évaporer, mais en ayant donné toutes ses chances au marché de rebondir. En ce qui me concerne, mais je ne parle que pour moi-même et ce n'est absolument pas une règle à suivre, moi j'aime plutôt laisser la place au marché pour
laisser la tendance se construire, sommet, creux, et en revanche, il y a des lignes rouges à ne pas enfoncer. En l'occurrence, cette ligne rouge, elle est représentée par ce segment vert, ce support 1 à 5228. Donc moi, je pense qu'il faut laisser de la place. On est sur un marché qui est très haussier, qui peut prendre encore quelques points d'appréciation. Donc Daniel, oui, on est sur un marché qui est un petit peu suracheté, mais on est encore en train d'assister à un nouveau plus haut aujourd'hui. Donc ça veut dire que demain, on est vendredi, on va avoir vraisemblablement, à mon avis, peu d'opérations avant le week-end. Après, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez décider de prendre vos profits avant les résultats de l'élection présidentielle. Moi, je pense que en bonne analyse technique, ou en tout cas en analyse technique, je ne considère que des facteurs liés au marché et rien d'autre. Donc 5228, ça me va bien comme stop. Alors, pour répondre maintenant totalement à la question de Daniel, où est-ce que ça peut aller? Alors, où est-ce que ça peut aller? Il faut pour ça soit regarder dans le passé et voir où sont les anciens niveaux de support et de résistance, soit on l'a fait ensemble la semaine dernière, essayer de chercher des niveaux de Fibonacci et faire des extensions à partir de là pour voir effectivement jusqu'où ça pourrait pousser. Je l'ai fait avant cette émission. Et le prochain niveau, si on arrive effectivement à s'affranchir des 5358 et dans la foulée des 5400 points, on pourra progresser jusqu'à 5500, 5534. Je pense qu'à 5500 points, il y aura beaucoup d'arbitrages qui seront faits et beaucoup d'opérateurs qui chercheront à sortir. Dernier point sur le CAC 40, je rappelle que nous rentrons dans une saisonnalité qui est défavorable aux indices boursiers et aux actions. C'est le célèbre adage boursier de Wall Street que tout le monde connaît. Sell in May and go away, c'est-à-dire qu'on a des mois qui sont favorables aux investissements equities et on a des mois qui le sont moins. Encore une fois, ça n'a rien de scientifique. On a vu des beaux mois de mai, des beaux mois de juin. On a même vu des rallyes au mois de juillet. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais si on se place du point de vue des statistiques, on voit bien que on est sur des saisonnalités beaucoup plus favorables aux equities entre octobre et avril et moins favorables entre mai et septembre. Donc à mon avis, et pour revenir à mon point de départ, et la boucle sera bouclée, compte tenu de la forte progression des indices un petit peu partout, notamment en Europe ces derniers mois, je pense que nous devrions avoir, du point de vue de la progression, un été relativement calme et une reprise des achats en dernière partie d'année, c'est-à-dire à l'automne. Je m'attends à peu de progression sur les indices entre maintenant et le mois de septembre. Voilà, c'était une réponse un petit peu longue, mais je tenais à mélanger à la fois une lecture du CAC 40 et des principes d'analyse technique pour satisfaire tout le monde et pour essayer d'être à la fois pédagogique, mais aussi donner des renseignements concrets sur les marchés. Laurent, justement, avant de clôturer le chapitre sur les indices, deux petites questions qui ont été posées pendant ton explication. Alors, au début, tu as parlé des volumes et Bernard se demandait en fait si tu avais une définition d'un volume faible, normal ou gros volume journalier à la Bourse de Paris, donc pour le CAC. Alors, je vais donner une réponse à Bernard encore plus intéressante que celle que vous attendez que je vous donne, parce que ça sera une réponse qui vous permettra d'avoir une réponse sur n'importe quel marché que vous analysez, tant qu'il y a des volumes. Donc évidemment, le Forex n'est pas concerné. Et même les futurs, les volumes, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aussi mélanger les positions, enfin mélanger la lecture des positions ouvertes, c'est autre chose. Mais sur les actions, pour savoir ce qu'est un volume important, faites la chose suivante. Sur votre plateforme d'analyse technique, vous allez mettre une moyenne mobile de 20 jours sur les volumes. 20 jours, c'est un mois de trading. Donc, en mettant une moyenne mobile de 20 jours sur les volumes, vous allez avoir chaque jour le niveau moyen des volumes, les 20 dernières séances de trading. Autrement dit, il y a 21 jours environ dans un mois, 21 jours ouvrés. Donc, ça veut dire que
vous allez avoir l'intégralité du mois passé sur votre moyenne mobile. Vous pouvez même aller plus loin et mettre une moyenne mobile à 40 ou 50 jours pour vraiment vous donner un prix, un volume lissé sur les 2, voire les 2 mois et demi qui viennent de se passer. Et si vous avez des barres en volume qui sont très très en dessous ou qui au contraire sont très très au-dessus, ça voudra dire que vous êtes sur une activité qui est anormalement haute ou basse. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Vous êtes sur ArcelorMittal, vous êtes sur Capgemini, vous mettez vos volumes en bas, vous mettez une moyenne mobile 20 ou 40 jours, ça va tout de suite vous donner le volume moyen sur les 2 derniers mois et vous allez voir la taille des colonnes du volume journalier par rapport à cette moyenne mobile. Et si vous êtes très au-dessus, ça voudrait dire qu'on est sur une activité de marché extrêmement importante. Alors, juste pour terminer, quand on est sur un marché haussier, qu'on fait un gap haussier et que ce gap haussier se fait avec des volumes qui sont beaucoup plus importants que la normale, là pour le coup, ça veut dire qu'il reste peu de potentiel pour grimper, parce que ça veut dire qu'on est sur la configuration que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'opérateurs les opérateurs étaient déjà longs sur le marché, et là, il y a eu un catalyseur gap haussier, énorme volume, ça veut dire qu'il y a plus grand monde pour continuer de payer. Et quand on est sur ce que les anglo-saxons appellent un blow-off, c'est-à-dire le contraire d'un sell-off, un sell-off c'est une capitulation, et bien quand on est sur un blow-off, c'est-à-dire très forte progression et très fort volume, ça veut dire que tout le monde est déjà long et qu'à très court terme, il y aura peu d'entrants encore pour alimenter la hausse et que là pour le coup, c'est pertinent de prendre ces bénéfices. Voilà, donc voilà, je vous ai donné un petit truc sur les volumes, la moyenne mobile, ça fonctionne très bien. Et dernière question sur les indices, après on passe au titre, enfin aux actions dont voulait parler Daniel. Pascal qui demandait alors quel indice est leader en ce moment? Alors je pense qu'il entend leader en termes de hausse. Quel indice a le plus performé récemment? Est-ce que tu as une réponse à apporter ou Oui, j'ai une réponse à apporter, mais il faut me laisser 2 minutes pour pouvoir vous la montrer. Il faut juste que je me logue quelque part. Attendez, ça va prendre une seconde. C'est ça le live, c'est-à-dire que on essaye en temps réel de je pense que tout le monde répondre. sera d'accord pour te laisser le temps qu'il faut que tu puisses Voilà. nous apporter une réponse de qualité comme à ton habitude. Alors attends, voilà, ça vient. Voilà. Alors là, pour le coup, voilà, je vais changer d'écran. Je vais me mettre en ligne de clôture. Voilà, je pense que vous devriez bien voir. Et je vais vous montrer un ratio. Alors, pourquoi les ratios c'est extrêmement intéressant à étudier. Voilà, et puis je vais mettre 2 ans d'historique. Voilà, donc vous avez ici un ratio du CAC divisé par le DAX. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une force relative. Qu'est-ce que c'est? On va prendre chaque jour la valeur du CAC et on va la diviser par la valeur du DAX. Okay, on va donc avoir un quotient. Ce quotient, son résultat, ça va être un prix, un nombre. Ce nombre, on va le marquer sur le chart et chaque jour, on va faire la même chose jusqu'à ce que ça forme une courbe. Si le ratio augmente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, autrement dit, si la courbe augmente, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez une seconde. Ça veut dire que le numérateur progresse plus vite que le dénominateur. Okay, ça veut donc dire que
la valeur du numérateur, le CAC en l'occurrence, puisque j'ai divisé le CAC par le DAX, ça veut dire que le CAC progresse plus vite que le DAX. Ok? Donc, si quelqu'un se pose la question, par exemple, entre mars 2016 et août 2016, donc cette période de 5 mois, s'il doit aller sur le CAC ou sur le DAX, qu'est-ce que ce ratio vous dit sur cette période-là, toute cette période-là? Il vaut mieux être à l'achat sur le CAC ou sur le DAX sur cette période, d'après vous, si le ratio diminue? Alors, Il vaut mieux. le DAX. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il faut privilégier le DAX quand on a un ratio CAC-DAX qui baisse. Okay? Ici, on a une période où les deux. Qu'est-ce que ça veut dire quand quand la ligne du ratio est horizontale, comme ici? Eh ben, ça veut dire qu'en fait, les deux indices progressent avec la même amplitude. Okay? Le fait, et attendez, c'est très important, le fait que ici on ait une courbe qui descende, ça ne veut pas du tout dire, j'espère que vous le comprenez bien, ça ne veut pas du tout dire que le CAC ou que le DAX sont en baisse. Hein. Si les deux indices sont en hausse, mais que le CAC progresse moins vite à la hausse que le DAX, on aura une courbe qui baisse. Donc attention, les ratios de force relative ne doivent pas du tout se lire comme les courbes de prix. C'est simplement une indication sur un actif à privilégier plutôt qu'un autre. Donc quand le CAC baisse, quand la courbe baisse, quand la courbe du CAC par rapport au DAX baisse, ça veut dire que si les marchés sont haussiers, le DAX ira plus vite que le CAC. Et si les marchés sont baissiers, ça veut dire que le CAC baissera plus vite que le DAX. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on est ici, le 22 février, et qu'on a un CAC, et qu'on a un ratio qui monte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se pose la question de savoir si à court terme, il vaut mieux payer le CAC ou il vaut mieux payer le DAX, eh bien, la réponse est il vaut mieux payer le CAC parce que le ratio est en train de monter. Autrement dit, le numérateur progresse plus vite que le dénominateur. Autrement dit, la vitesse, c'est ça ce que nous donne comme information le ratio. La vitesse de hausse du CAC est plus importante que le DAX. Deux choses à dire par rapport au ratio, puis après il faut qu'on passe parce qu'on a eu des questions sur des actifs. Premièrement, les supports, les résistances, les moyennes mobiles fonctionnent très bien sur les ratios. Deuxièmement, les croisements de MACD, les RSI, tous les indicateurs de momentum, les oscillateurs fonctionnent sur les ratios. Et donc, on voit bien que pour le moment, on a eu un CAC qui a surperformé, qui s'est stabilisé, qui est reparti à la hausse, et on va voir s'il continue. Sur le ratio, vous faites la même analyse que sur un actif normal, creux, sommet, tant qu'on a des creux qui sont supérieurs, tant qu'on a des creux et des sommets qui sont ascendants, ça veut dire qu'on est sur un ratio qui a une structure haussière et donc qu'on est en surperformance. Voilà, Mathieu, pour répondre à la question Laurent. de je ne sais plus qui, fallait-il privilégier le CAC ou le DAX? Effectivement, c'était qui était le leader. Donc, question de Pascal. Je propose qu'on enchaîne donc avec la deuxième partie de la question de Daniel. Donc, il demandait à ce que tu analyses, si possible, les titres suivants, donc Air Liquide et Pierre Vacances. Ok, alors Air Liquide qui sur un an est en train de faire un nouveau sommet. Donc on est manifestement sur un marché dominé par les acheteurs. La question est de savoir, y a-t-il par le passé des niveaux importants qui pourraient être des niveaux de résistance? Et vous savez que le marché a une mémoire et que souvent les précédents sommets historiques sont des prétextes pour prendre des bénéfices. Ce ne sont pas du tout des prétextes pour retourner un marché, loin de là, mais ce sont des objectifs que les investisseurs se donnent. Et souvent sur des sommets historiques, c'est pas du tout une règle, encore une fois, il n'y a jamais de règle, vous l'aurez compris, mais on peut dire que des tech profitent sur des sommets historiques, c'est des choses qui arrivent et qui par conséquent peuvent mettre une pause sur la tendance haussière. Alors on va regarder, parce que vous savez aussi que j'aime toujours
mettre des horizons de temps supérieurs pour savoir un petit peu quelle est l'histoire du marché qui est analysé, parce que ça permet finalement de mettre en place une cartographie et de savoir où est-ce qu'on en est. Quand on est sur 114 sur Air Liquide, si on ne connaît pas Air Liquide, on n'a aucun moyen de savoir si le titre s'est un jour traité à 280 ou à 350, ou si au contraire, le plus haut historique précédent, c'était celui-là à 106, et qu'on est sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Donc il faut revenir dans le temps pour avoir une perspective et comprendre où est-ce qu'on est. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va mettre 30 ans d'historique, on va se mettre en weekly, même en monthly. Quand on met 30 ans, on peut se mettre en mensuel. Et vous voyez qu'il y a eu un niveau qui est important, c'est 117,21 €. C'est le plus haut historique atteint par Air Liquide. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Deux informations importantes. La première, on est sur un marché qui est fort, puisqu'il est en train de tutoyer ses plus hauts historiques. Donc, on est sur un marché qui non seulement est dans une tendance haussière importante, mais en plus qui revient sur des niveaux de sommet historique, donc un marché qui est fort. Il y a une autre information qui est importante, je trouve, c'est toutes ces bougies de mars 2015, avril, mai, juin, juillet, août et même novembre 2015. Toutes ces bougies, elles montrent que, en fait, il y a eu à plein de reprises, mois après mois, une tentative des acheteurs de continuer la hausse. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien qu'en face, chaque fois qu'il y avait des opérations d'achat qui venaient sur le marché, les vendeurs en profitaient pour se débarrasser de leurs titres et on avait une incapacité du marché à dépasser ce niveau qui est, vous le voyez, c'est une zone voilà, c'est une zone entre 114,57 et 117,21. Donc, par deux fois, le marché a dépassé à l'intérieur du mois, puisque ce sont des bougies mensuelles, le marché a dépassé ce niveau de résistance et par deux fois, les vendeurs ont inondé le marché de papier à tel point que les acheteurs n'ont pas été en mesure d'absorber toute cette offre et on voit bien cette bougie qui montre cette capitulation. Mais pas dans le sens que je vous expliquais tout à l'heure. On voit bien avec cette bougie que le marché a lâché prise et que on est parti en pullback. Il y a eu une très belle réaction des acheteurs qui sont revenus à la charge sur cette petite polarité à 94,60. Ils sont revenus à la charge avec ce bougie high wave candle qui montre l'incapacité des vendeurs à pousser le marché plus bas. On fait derrière une bougie blanche extrêmement importante. Donc là, on a les boules qui reviennent vraiment à la charge, décidées à dépasser la résistance. On a de nouveau le test de ce niveau à 114,57. Comme il y a un momentum qui est fort, on fait une grande bougie blanche à l'intérieur du mois et finalement, ça se termine mal pour les boules puisqu'il y a cette grosse mèche haute qui se forme, qui dépasse marginalement les 114,57, qui fait un plus haut historique à 117,21. Et là, patatras, on repart en conso, on casse le niveau de support précédent et on se restabilise autour de 90 avant de repartir à la hausse. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Eh bien simplement pour mettre en valeur le fait que 117,21, c'est un sacré niveau. Et que par le passé, ils s'y sont essayés à plusieurs reprises, les boules, pour le dépasser, mais la résistance a été vraiment farouche. Il y a eu une bataille qui a duré plus de 6 mois autour de ce niveau et il y a eu finalement un échec des vendeurs. Les acheteurs, ils ont vite repris les choses en main à 90 pour repartir à l'assaut. Peut-être que maintenant ça va franchir, mais je vous raconte tout ça parce que 117,21, ça va pas être franchi du premier coup, à mon avis.
et je peux me tromper. Et je me suis souvent trompé. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais quand je regarde le chart, je me dis, avec tout ce travail qui a été fait autour de 117 il y a 2 ans, ça m'étonnerait que le marché soit aussi rapidement devenu amnésique et qu'on va pas avoir une masse d'opérateurs qui vont se dire 117, c'est un bon niveau pour prendre mes profits. Et par conséquent, parce que je vous rappelle quand même que quand on part à 90 et qu'on va à 117, c'est du 20% hein, de performance. Donc c'est en ligne avec le CAC. Donc il y a plein d'opérateurs qui vont se dire, moi je prends mes profits et puis qu'est-ce que je fais? C'est pas parce que je prends mes profits que je m'intéresse plus au marché. Je prends mes profits et je vais laisser les boules me prouver qu'ils en ont sous le pied et qu'ils sont capables de dépasser. Autrement dit, je vais les laisser faire le travail. Si ils sont en mesure de dépasser la résistance, on aura une polarité, c'est-à-dire qu'on aura plein de personnes qui désireront rentrer sur cet ancien niveau de résistance qui deviendra donc mécaniquement support. Et donc, il y a plein d'opérateurs qui vont se dire, moi je vais loquer mes gains, parce que ce qui compte pour moi, c'est de loquer mes gains, et donc je sors à 117, je laisse le marché se dépatouiller tout seul. Si les opérateurs sont si convaincus que ça, eh ben ils vont la franchir, cette résistance. J'aurai toujours le temps de revenir sur le marché plus bas, autour de 117, voire un petit peu en dessous, à 116, et puis je reviendrai sur le marché et je réaccompagnerai la hausse. Quand je vous décris ce comportement, je ne vous dis pas que c'est le bon comportement. Je vous décris simplement comment la foule va sans doute se comporter et que par conséquent, il devrait y avoir pas mal de résistance à nouveau sur 117. Tout ça pour dire à Daniel que si je reviens maintenant sur un an daily, on est sur une tendance haussière avec un gap haussier là qui a été fait il y a quelques jours. On a fortement progressé la première journée. Les journées suivantes, on n'est même pas retourné la borne haute du gap haussier. Je vous disais que c'était la ligne rouge pour moi quand on fait une clôture au-dessus du plus haut de la journée du gap. Pour moi, on ne doit pas faire une clôture qui enfonce la borne haute du gap. Donc là, on l'a pas du tout fait. Beaucoup de force sur le marché. On revient sur 110. On vient même pas tester la polarité puisque le précédent sommet, il était à 109,26. On s'est arrêté ici à 109,85. On repart à la hausse et maintenant, on arrive aux choses sérieuses. C'est-à-dire qu'on arrive dans la zone de turbulence, c'est-à-dire la zone où il va y avoir beaucoup d'échanges qui vont être faits et avec manifestement des vendeurs qui devraient être, à mon avis, assez agressifs. Alors, tout ça, on va essayer de voir si d'un point de vue factuel, on retrouve un petit peu ça. Alors, j'ai mis, je vous mets plutôt ici un OBV. L'OBV, c'est le On Balance Volume. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est maintenant, ça serait trop long. Je vous encourage à chercher par vous-même qu'est-ce que c'est le On Balance Volume, mais retenez que c'est extrêmement intéressant comme indicateur pour voir si, du point de vue du volume, on a une confirmation des opérateurs. Le principe de l'OBV, il est simple. Quand le marché fait un nouveau plus haut, il faut que l'OBV fasse un nouveau plus haut. Ça veut dire qu'on a des volumes qui confirment le nouveau sommet. Si au contraire, on a un nouveau sommet, mais que l'OBV fait un sommet moins haut, principe de divergence baissière classique, eh bien ça veut dire qu'on a fait beaucoup de volume sur le précédent sommet et que tout d'un coup, il y a beaucoup moins de monde pour faire sur le marché, pour faire le deuxième volume. Et là, ça nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Encore une fois, ça sera la 5e fois que je le répète dans ce webinaire, ça n'a rien de scientifique, mais quand vous allez commencer à agréger des éléments ensemble, je vous disais la semaine dernière que finalement, un analyste technique, c'est un détective. Il va sur le marché chercher des indices qui vont corroborer ou au contraire infirmer son analyse. Donc l'OBV, c'est une pierre, une brique de plus à ajouter à l'arsenal dont vous disposez pour voir si il confirme ou pas la tendance. Par ailleurs, ce qui est également très important, c'est que quand vous agrégez, comme je vous le disais, des éléments techniques pour voir si la tendance est solide ou pas, il ne faut pas agréger des éléments qui sont redondants. Il faut agréger des éléments qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un MACD et un momentum et un rate of change, avoir les trois qui repartent à la hausse et vous dire, bah voilà, j'ai mes 3 indicateurs qui repartent, donc c'est boule, j'achète. Non.
Les 3 indicateurs en question, ce sont des fonctions dérivées du prix qui sont calculées au iota près de la même manière et par conséquent, ils vont vous dire la même chose. Non, ce qu'il faut, c'est mettre un OBV qui analyse les volumes. Et puis, de l'autre côté, on peut effectivement mettre un MACD. Et puis, de l'autre côté, on peut regarder en Elliott si on a un décompte qui tient la route. Et puis, on peut mettre une moyenne mobile. Là, en l'occurrence, on voit que la moyenne mobile a 50 périodes, elle est venue arbitrer le dernier creux et qu'elle est maintenant orientée à la hausse. Okay, donc, il faut mettre des éléments techniques qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, parce que plus ils seront différents, plus leur convergence, leur confluence confirmera, donnera des probabilités importantes de comprendre correctement ce qui se passe sur le marché. Donc en l'occurrence là sur l'OBV, pardon, il vient de faire un nouveau sommet avec celui-ci, et pour le moment, j'ai même l'impression qu'il est en train de confirmer le nouveau sommet qui est fait par le Doji. Donc, en synthèse pour Daniel sur Air Liquide, premièrement, une tendance haussière de court terme qui est importante. Deuxièmement, on a une zone à 114-117 qui est extrêmement importante, qui va à mon avis faire barrage et qui ne sera pas franchie du premier coup. Troisièmement, on a un OBV qui pour le moment confirme le mouvement haussier de court terme, donc il y a plutôt des participants, c'est plutôt sain comme hausse. Et donc, en synthèse, Take Profit entre 115 et 117, le niveau d'invalidation, ou plutôt, non, je me trompe, le niveau de prise de profit, il est sur la borne haute du gap à 108,30. Tant qu'on est au-dessus, on pourrait serrer un peu hein, à 109, mais bon, tant qu'on est au-dessus de 108,30, Air Liquide n'est pas en danger. Si on enfonce le gap et qu'on le comble, là, ça voudrait dire qu'on part sur une consolidation qui devrait durer plus longtemps. En tout état de cause, pour le moment, la tendance est haussière. Il va falloir surveiller particulièrement le titre autour de ce niveau-là parce qu'il risque d'y avoir une bataille. Bataille qui ne veut pas du tout dire que le marché va se retourner. Peut-être qu'on va faire une consolidation à l'intérieur de ce range avant de repartir. Il va simplement falloir surveiller. Mais techniquement, à moyen terme, on a une zone qui peut créer des turbulences. À court terme, on n'y est pas encore. Quand on y sera, il faudra effectivement regarder ce qui se passe. On pourra toujours, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au CAC, remonter les stops. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé 115, le stop d'invalidation, il faut le mettre là. Il faut le mettre à 109,80. Et puis si par derrière, regardez, on fait quelque chose dans ce genre, eh ben, il faudra monter le stop ici. Vous voyez, il faudra toujours remonter le stop de manière très agressive parce qu'on est sur une posture de prise de profit. Okay, et qu'on a un marché qui a bien progressé. Voilà, donc pour Air Liquide, j'espère que j'ai répondu. Il y avait une autre question sur Pierre et Vacances. Alors, on y va. Alors, sur Pierre et Vacances, on repart sur du 30 ans mensuel. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même config que le titre précédent. On n'est pas du tout en train de tester les plus hauts annuels. Au contraire, les plus hauts, ils étaient à 100 et on est à 45. Donc, on est sur un marché qui est vraiment, qui devrait progresser de plus de 100% pour aller rejoindre ces plus hauts annuels. Donc, vous voyez, deux marchés qui n'ont rien à voir et qui pourtant sont tous les deux dans une tendance haussière. Mais il y en a un qui est très fort, c'est Air Liquide, valeur par excellence de fonds de portefeuille, et puis Pierre et Vacances qui a été beaucoup plus malmené, mais qui est dans une belle reprise. Alors attention, hein, parce que tout est relatif. Pierre et Vacances, en 2012, s'est changé à 11, on est à 5 ans, enfin on est à 45. Donc il y a eu une très belle progression sur le titre, mais on est quand même, vous en conviendrez, dans un contexte technique général très différent. Alors là aussi, sur Pierre et Vacances, c'est important de se mettre en mensuel, Daniel, parce que, regardez, on est sous des niveaux qui sont importants. En l'occurrence, là, on avait des niveaux de support qui ont été testés en février 2010 et en septembre 2010. C'était une zone, parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait mettre le support qui devient résistance ici. Faisons-le. Si on le fait, on voit bien que le niveau, il a été parfaitement identifié par le marché en juillet 2016, puisque la mèche mensuelle, elle vient parfaitement épouser la ligne de résistance. Et puis derrière, on fait des
on fait des bougies qui ont des tout petits corps et des mèches hautes. Ça veut dire que le marché, il a du mal à dépasser ce niveau à 43,80. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup d'échanges autour de ce niveau parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont tellement contents de prendre leur profit et d'autres au contraire qui pensent qu'il y a du potentiel encore sur Pierre et Vacances et qui profitent de ces prises de profit pour rentrer sur le marché. Et donc il y a toute cette bataille qui a lieu autour de ces niveaux à 43,80 et ça se retrouve de deux manières. La première, la taille des corps des bougies qui sont tout petits. Ça veut dire que on a des bougies qui sont grandes et puis en fin de mois, il y a de la pression vendeuse qui rentre et brrr, le corps il rétrécit, on a une grande mèche. Donc ça veut dire qu'il y a de la pression vendeuse qui rentre sur le marché. Et puis deuxièmement, on voit que ça progresse, mais alors ça progresse vraiment difficilement. Mais on est en train malgré tout, si vous regardez bien, de franchir. Alors attention, on est le 4 mai. Ça veut dire que cette bougie actuelle, elle a encore plus de 20 séances, enfin plus de 15 séances, pardon, pour se transformer comme les précédentes, enfin comme les bougies précédentes, avec des grandes mèches. Donc il ne faut pas s'empresser de tirer des conclusions hâtives d'une bougie mensuelle. Tant que le mois n'est pas terminé, la bougie n'est pas clôturée. Et tant qu'une bougie n'est pas clôturée, il n'y a pas de signal. Parce que des bougies qui sont magnifiques en cours de séance, sur une séance quotidienne, et qui se terminent avec un corps minuscule, je peux vous dire que ça arrive souvent. Et là, regardez, cette bougie noire, juste pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer, ben, cette bougie noire là, c'était une magnifique bougie blanche avant la fin du mois. Et cette bougie blanche, elle avait également franchi la résistance avant d'échouer sous la résistance. Et cette bougie-là, du mois dernier, elle est aussi partie à la hausse. Elle a même fait un nouveau plus haut sur les 3 dernières années pour se terminer vraiment très mal en bougie noire avec une mèche haute énorme. Donc, ne pas tirer de conclusions hâtives, encore une fois, même si on est sur un contexte très différent d'air liquide, on est sur une zone de travail. Et donc le marché, il va travailler cette zone. Ça veut dire quoi qu'il va travailler cette zone? Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des vendeurs qui mettent du papier sur le marché. Quand il y aura plus de vendeurs, la voie sera libérée et le marché va partir à la hausse. Donc pour le moment, ça veut dire que il y a encore des opérateurs qui prennent leur profit, il y a encore des opérateurs qui n'y croient pas et qui, chaque fois qu'on va aller taper 44 €, ils vont profiter de ce test, de cette zone à 44, 44,50 pour donner du papier au marché. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a des opérateurs qui absorbent, qui absorbent, qui absorbent. Il va y avoir un moment où il n'y aura plus de vendeurs. Ils auront vendu, ils se seront débarrassés de leurs profits. Et donc, il n'y aura plus personne pour vendre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bondir à la hausse. Alors attention, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je vous donne un scénario possible de franchissement de résistance pour que vous compreniez pourquoi il y a ces mèches, pourquoi ces bougies et pourquoi ça va finir par y aller. Donc, on est donc sur un marché qui tente le dépassement. On va se mettre maintenant en bougie quotidienne. On voit que ce niveau mensuel, regardez, je vous le remets, ce niveau mensuel, vous voyez, ce niveau à 43,80 avec toutes ces mèches, eh bien, quand on se met en daily 1 heure, on voit qu'on est en plein milieu du range et que donc on est en train de dépasser ce niveau, mais qu'à chaque fois qu'on l'a dépassé, qu'est-ce que c'était? Des pièges baissiers. Donc on dépasse et puis boum, on réintègre. On dépasse et puis boum, on réintègre. On dépasse et puis boum, on réintègre. Et là, on est en train de redépasser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà monter ma résistance. Je vais toujours monter au maximum mon niveau d'exigence. Ok? Parce que du coup, alors je ne vais pas le monter là, pardon, je vais le mettre là. Je vais monter mon niveau à 45. Ça veut dire que on est dans un range qui est logique puisque je vous ai expliqué qu'il y avait un travail qui était fait sous la résistance. Eh bien, maintenant, je vais attendre le franchissement de 45, le franchissement clôture. C'est très important parce que si j'ai un franchissement intraday et qu'après j'ai une réintégration, eh bien le signal ne sera pas valable. Donc j'attends un franchissement clôture qui n'a jamais été fait dernièrement, vous le voyez depuis le mois de février, des niveaux à 45 € pour effectivement considérer que je me remets dans le sens de la tendance de moyen long terme. Alors, deux façons d'intervenir sur ce marché, toujours pareil, soit vous aimez les soldes et par conséquent vous payez les replis, c'est-à-dire que vous payez les supports,
Autrement dit, vous êtes rentré autour de 41, 42 dans cette zone parce que vous considérez qu'il y a peu de risque puisque le risque il est tout proche. Donc vous aimez rentrer près des stops d'invalidation parce que vous aimez payer pas cher, c'est votre caractère, ou alors au contraire, vous êtes plutôt méfiant et vous avez besoin que le marché vous confirme. Et donc vous allez plutôt jouer le momentum. Et donc par conséquent, vous allez plutôt jouer le dépassement ici à 45. Alors après, ça c'est plus du trading que de l'analyse technique. Ça va dépendre de votre façon de voir les choses parce que si on monte directement, moi ce que j'adorerais voir, voilà, je vais vous expliquer en fait ce que j'aimerais voir sur Pierre et Vacances avant un franchissement. J'aimerais avoir, attendez, il faut que j'efface, il faut que je recommence. Voilà, moi ce que j'aimerais voir c'est on va tester 45, on consolide sur 44. Sur 44, il y a des acheteurs qui se présentent, on repart. Sur 45, il y a de nouveau le travail qui est fait. Autrement dit, on va retravailler la zone, on met un support, on forme un support à 44 et on casse. Si on avait ça, ça serait la config parfaite pour payer le breakout à 45-40 et mettre un stop sous 44. Ok? Ça, c'est la config idéale. Qu'est-ce que c'est la config détestable, au contraire? Celle que j'aimerais, celle que je ne prendrais pas en compte du point de vue du trading si elle se passait. Et ben, c'est la suivante. On progresse en ligne droite depuis ce niveau, on casse en ligne droite et on se retrouve ici. Alors là, quand on est dans cette config, Laurent, on me dit qu'on n'a plus le son. Est-ce que tout le monde est dans le même cas que Patrick? Ah, c'est bon, c'est bon. Le son est revenu. Ok, autant pour moi. Donc, si au contraire, on montait en ligne droite et qu'on franchissait la résistance, on franchit une résistance, on casse un support. Si on franchissait la résistance en ligne droite et qu'on montait à 46, ça serait très inconfortable de payer le franchissement parce qu'on n'aurait aucun stop et ça ne serait pas construit. Donc, sur Pierre et Vacances, on est à l'intérieur d'un range de court terme, on s'approche de la résistance. J'ai envie de dire, pourvu qu'il y ait l'activation de la résistance et tout de suite du soutien de la part des opérateurs sur 44, qu'on consolide un petit peu, qu'on casse la résistance, qu'on mette le stop en dessous, c'est la config parfaite pour rentrer. Si c'est pas le cas, la tendance sera haussière, mais alors du coup, j'attendrai un autre moment pour rentrer sur le marché et je rentrerai pas sur le breakout. Voilà, chers amis, cher Mathieu. Merci, Laurent. On n'a pas pu traiter la question de Jean-Claude au sujet du swing trading. C'est pas On peut y grave. répondre tout de suite. Tu peux y répondre? Oui, parce que en fait la question elle est simple. En fait, Jean-Claude nous pose une question sur qu'est-ce que c'est le swing trading. Donc il y a trois types de trading. Il y a ce qu'on appelle le day trading ou le intraday. Autrement dit, vous allez vous servir des niveaux à l'intérieur d'une séance quotidienne et vous allez a priori solder toutes vos positions à la clôture pour être en cash la nuit, overnight et ne pas prendre de risques. Deuxièmement, il y a le swing trading, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une position en vous servant des niveaux intraday ou des niveaux daily, mais vous allez garder votre position overnight et vous allez typiquement la garder sur un horizon de temps variant de 3 à 10 séances. Et puis, il y a ce qu'on appelle le position trading, où là, vous allez garder votre position ouverte pendant 3 semaines, voire beaucoup plus, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis, si vous gardez effectivement une position beaucoup plus longtemps, alors vous n'êtes plus dans le trading, vous êtes plutôt dans l'investissement. Et là, pour le coup, c'est du buy and hold, c'est-à-dire que vous achetez et que vous gardez. Voilà, Mathieu. Merci, Laurent, et pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci aussi à vous de nous suivre fidèlement chaque jeudi. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions pendant la semaine, donc en amont de l'émission. Laurent se fera un plaisir d'y répondre le jeudi à 17h. Et on répondra aussi effectivement
à vos questions que vous nous posez pendant le webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et un très bon week-end. N'oubliez pas que lundi c'est férié, mais les marchés sont ouverts. Et Laurent, merci à toi, merci pour ton temps et je te dis à bientôt également. Eh ben, écoute Mathieu, ce fut une fois de plus avec plaisir. J'apprécie beaucoup et Mathieu également vos questions parce que ce sont vraiment des questions extrêmement intéressantes de personnes qui s'intéressent vraiment à l'analyse technique. Donc c'est un plaisir de regarder les marchés avec vous. On vous souhaite, comme Mathieu vous l'a dit, un très bon week-end. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. N'hésitez pas à envoyer à Mathieu et Falco toutes vos questions sur les actions, mais également sur le Forex. On n'en parle pas beaucoup du Forex, pourtant c'est intéressant aussi. Les N'hésitez matières pas à premières, poser des questions sur les autres classes d'actifs que actions et indices. Ça absolument. peut être intéressant et ça vous viendrez challenger Laurent. Avec plaisir. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toi aussi Mathieu une excellente soirée et puis on se revoit dans une semaine. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.